va? Quand je voyage, j'adore prendre des photos et je pense que c'est même la photo qui me pousse à voyager maintenant parce que c'est un peu comme mon compagnon de voyage en appareil photo, tu vois, ça te met un troisième œil, ça t'ouvre la vision. Quand tu te balades dans un pays en plus où tu connais pas l'environnement, du coup ton œil il est un peu neuf, tout est beau, tout est photogénique pour ton œil parce que c'est des paysages qu'il n'a pas l'habitude de voir, du coup tu es hyper stimulé. Et d'où le fait que ouais, j'aime beaucoup prendre des photos de rue quand je suis en voyage au Maroc, en Algérie, partout où je vais. Le premier appareil photo que j'ai eu, c'est un argentique, un Pentax MX de mon père, que j'ai récupéré de mon père dans ses affaires. Et j'ai aussi trouvé un Leica M6, donc trouvaille de ouf. Au début, c'était trop compliqué pour moi, les appareils photo argentiques, surtout ceux-là, parce que c'est des réflexes, donc tout est manuel, et quand tu connais rien à la photo, c'est compliqué. Donc je les ai mis de côté, et je me suis fait la main avec des jetables, des Kodak jetables. Voilà, c'est bon. Je me suis fait un petit peu d'argent, j'ai commencé à acheter mes propres appareils photo, mes propres point and shoot. Et voilà, mais j'utilise toujours les appareils photo de mon père. J'ai pas pris une belle photo là. Mais ce boîtier, vu que tout est automatique, c'est vraiment l'ergonomie comme si je shootais au digital, mais c'est le rendu d'un argentique. Ça fait ton focus et ça déclenche, j'ai pris une photo. Mais du coup, en fait, t'as juste à te concentrer sur le cadre et ta composition. Tu vises et tu tires, tu vois. Pour de la street, c'est cool aussi. Ouais, c'est beau là. Je voulais être graphiste moi à la base quand j'étais au lycée et tout. Donc ouais, j'ai commencé par le graphisme, la vidéo, le montage et ensuite la photo est arrivée. Mais comme j'avais déjà ce background de graphiste, j'avais déjà la notion de composition. J'avais déjà composé une image un peu naturellement. Moi en vrai, j'ai pas trop appris à l'école, tu vois. La photo, j'ai pas du tout appris, mais même le graphisme, j'ai pas trop appris à l'école. C'est plus des trucs qui venaient de moi-même, tu vois, genre je me branchais à regarder des tutos sur YouTube, je me formais un peu toute seule et du coup à l'école j'avais beaucoup de facilité. Ce qui est important, c'est plus faire les liens très vite, la curiosité. Plus maintenant avec les internet, t'es à un clic de tout apprendre gratuitement, tu vois. Et c'est ce côté un peu curieux, même avec l'humain, qui des fois t'ouvre des portes, t'ouvre des discussions. C'est le Maroc cette année, il fait bien pour le sport et pour la foot. Je pense que le Maroc il gagne Inch'Allah cette année. Commence à cailler là. On va par là? Moi je suis d'origine algérienne de par mes deux parents. J'ai jamais pu exposer sur le continent africain, donc c'est la première fois. On m'a proposé gentiment de participer à une expo à Rabat, donc qui est la capitale et l'épicentre de la Cannes du coup. Au-delà du football, au-delà de la compétition sportive, c'est un événement qui rassemble toute l'Afrique. Benti? Ah. Elle a dit prends le Maroc en photo, prends. Au-delà de l'Afrique et des gens du continent, ça rassemble aussi toute la diaspora dans le monde entier. C'est un moment pour célébrer nos origines, notre double identité aussi. Donc ouais, c'est cool, c'est un honneur en vrai. La Cannes, ça a inspiré la diaspora qui existe en France par exemple, à se rassembler et à créer des équipes. Tu vois, maintenant tu vas dans le 18e, il y a une compétition, la Cannes des quartiers, tu vois. C'est cool parce que ça inspire aussi la jeunesse, ça les pousse à entreprendre des projets, à faire du sport, à se rassembler. Tous les 4 ans, nous on est en feu. Et si notre équipe est perd, c'est pas grave, on trouve toujours une équipe à supporter et tout. L'Algérie, s'il vous plaît! Il y a eu un tournant un peu dans ta carrière de photographe, c'est le visa pour l'image. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a changé ta carrière de photographe? En fait, moi, comme j'ai pas fait d'école de photo, j'ai pas ce bagage et ce parcours académique, ni ces connaissances-là. Tu vois, quand tu fais une école de photo, même de ciné, école de ciné, école de photo, tu es au courant dès ton cursus scolaire qu'il y a des bourses,
genre les Gobelins, il y a plein de bourses pour aider des jeunes, tu montes un dossier et tout. Moi, je savais même pas que ça existait les bourses. Un jour, je suis en vacances à Marseille avec mes parents. Je reçois un coup de fil du fondateur de Visa pour l'image. Donc Visa pour l'image, c'est un gros festival de photojournalisme à Perpignan tous les ans qui récompense plein de photojournalistes du monde entier. En 2020, ils ont décidé de créer une bourse qui s'appelle la bourse de la nouvelle photographie urbaine. Par grande surprise, ils m'ont choisi, mais je ne me suis pas du tout inscrite. Ils sont vraiment venus à moi, ils ont eu cette démarche de repérer un peu des jeunes photographes de la scène émergente. Financièrement, forcément, ça peut t'aider à acheter du matériel, des pellicules, à financer un projet. Et c'est surtout une reconnaissance un peu académique, tu vois, universitaire de ce monde de la photo qui pour moi à ce moment-là, et qui l'est encore un petit peu, est opaque, tu vois. C'est pour ça que j'ai aimé la démarche d'aller vers des photographes de ma typologie, on va dire, même s'ils ont appelé ça la bourse de la nouvelle photographie urbaine. J'allais dire ça, c'était mon prochain truc. Ça veut dire quoi, urbaine? Voilà, alors moi, j'étais hyper honorée d'avoir cette reconnaissance, d'avoir gagné et tout. Je ne remets pas en question la bonne intention, mais pour moi, il y a aussi un enjeu sur comment on nomme les choses et à qui on rattache ces choses, à telle personne, etc. Tu vois. Et à cette période-là, c'était les grosses manifs qu'Assa Traoré organisait devant le tribunal. Quasiment, on avait tous couvert cette période-là. Donc forcément, tu as des Arabes et des Noirs sur des photos. Et puis même, je donne un exemple, dans la shortlist, tu avais Marvin Bonheur, Ilyes Grieb. Donc des photographes issus de la diversité. Mais moi, je me suis posé cette question de, est-ce qu'ils ont appelé ça photographie, nouvelle photographie urbaine? Pourquoi ils n'ont pas appelé ça nouvelle street photographie, tu vois? Est-ce que c'est parce qu'on ne photographie pas un Paris blanc qu'on nous met en mode urbain? C'est aussi, tu vois, ce débat qu'il y a dans la musique. Aya Nakamura, on va la mettre dans la case urbaine alors qu'elle ne fait pas forcément de l'urbain, on mélange tout et tout, tu vois. Je capte la démarche, je capte aussi que la démarche, c'est d'attirer un... Salam alaikum. La baisse. Alhamdoulilah. Hein? C'est quoi ça? Ah, ma fenêtre. Le match? Non, ما عنديش ticket. لا. Et toi? عنده ticket? لا. Ah, moi aussi j'ai pas de flous. عليكم السلام. Non, marocain. Marocain. Il est en train de dire mon jean il est sale. Allez. Allez, سلامة les petits frères. Allez. Hakimi. Urbain, en fait, c'est juste dire noir et les arabes en soi. Ouais, ça veut tout et rien dire en fait. Tu vois, c'est un peu ce truc de... Dès qu'on interviewe une femme, on nous demande ça fait quoi d'être une femme dans ce milieu et tout, tu vois. Moi, je trouve ça chiant, tu vois. Comment expliquer? En fait, je photographie juste mon quotidien, tu vois. Et forcément, les gens qui m'entourent, on peut avoir cette impression que j'ai cette démarche, mais c'est pas une démarche que j'ai, c'est juste les endroits que je fréquente, les gens que je fréquente, etc., tu vois. Au bout d'un an de ma bourse, ils m'ont proposé de faire une fresque sur 14 mètres de long et 10 mètres de hauteur. C'était sur quai de Valmy, canal Saint-Martin. C'était la première fois que j'exposais mes photos. C'était trop cool parce que c'était vraiment dans la rue. C'est une consécration, tu vois. J'ai ramené mon père, il y avait écrit Aïda Damani, donc le nom de mon père, en plein cœur de Paris, père immigré algérien. J'ai aussi profité de ce truc pour mettre en avant des images qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la rue, tu vois. Lève là-haut, lève. Hey, Tu descends. je suis assise. Mais il faut arrêter la respiration. Tu arrêtes la respiration. Voilà. Ah, la respiration. J'en ai mis partout. Ça va? Les pieds. Comme ça, même si on arrête la respiration, on va bouger. Oui, c'est vrai. On a les pieds droits. C'est vrai. On arrête la respiration. C'est vrai. Mais c'est des années d'expérience, ça. Oui. Mon père, il possédait plusieurs appareils photo, dont ce Leica M6. Et en fait, toute ma vie, je l'ai vu exposé genre dans mon salon. Pour moi, c'était vraiment une antiquité insignifiante, un appareil photo qui prend la poussière et tout.
Et un jour, je demande à mon père, mais papa, il marche ces appareils photo? Il me dit, bah non, ça ne marche plus. En plus, on l'a cassé en Algérie. Et tu sais, pour lui, les pellicules, c'était plus d'actualité. On n'était pas sur le digital, tu vois. Donc je vais sur Internet et je tape Leica M6 sur Internet. Et là, boum, caverne d'Ali Baba. Je découvre la référence de ce boîtier, l'histoire qu'il y a derrière, quel photographe l'a utilisé. C'est un peu comme ça au début que je me suis fait mes premières références photos. C'est en faisant mes petites recherches sur ceux qui partaient de Leica, tu vois. Et là, je découvre toute la scène Magnum, tous les Henri Cartier-Bresson, Abbas Attar, Robert Doisneau, enfin, tous les grands photographes. Je me suis dit, ah mais ils prennent des photos avec le même appareil photo que mon père a. La première fois qu'il l'a vu, ma mère, il l'a pris en photo avec. Donc histoire de ouf, en vrai, tu vois. Il y a tout un truc émotionnel derrière. Donc je dis, ok, je vais aller le réparer. Donc j'économise, je vais le réparer en atelier Leica et je le garde. Donc je vais jamais le revendre, je pense. Je vais le garder toute ma vie, j'espère. Et en fait, au début, il est trop compliqué pour moi à utiliser. Et après, j'ai commencé à apprendre un petit peu la technique. Et quand je me sentais à l'aise, je me suis mise à shooter avec, tu vois. Et je l'utilise encore et je l'utiliserai encore et encore. On dirait là, attends. Quand je shoote dans la rue, je deviens hyper sensible à ce qui m'entoure. Je suis en symbiose avec mon environnement, donc les lumières, les couleurs, les regards, la manière dont quelqu'un est habillé, comment il se tient. Pour moi, une belle photo, une belle street photo, c'est limite on oublie qu'il y a un photographe qui a été là et qui a pris cette photo. Est-ce que tu aurais des exemples de personnalités ou de photographes qui t'ont grave influencé dans la street photographie? Ouais, Bruno Barbet par exemple, parce qu'il a beaucoup photographié le Maghreb, notamment le Maroc. Okay. J'aime beaucoup le travail de Denis Dailleux, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'Égypte. Abbas Attar, qui est décédé, qui a beaucoup photographié, du coup, tu vois, par exemple, les communautés spirituelles, beaucoup les religions monothéistes. Donc c'est un travail qui m'a accroché l'œil directement, parce que moi, je suis très spirituelle, je suis très attachée à ma religion. Ronelle Medrano, par exemple, je ne sais pas si tu vois, Okay. C'est une photographe américaine qui, elle, mélange la mode et les portraits un peu candides, authentiques. Okay. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la photo, par exemple. J'aime trop quand je fais de la photo dans des pays en Afrique, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, ou même l'Asie, tu vois, où les gens vivent dans la rue, s'approprient l'espace public. C'est trop bien en tant que photographe de rue, du coup, parce que ça grouille de partout. Tu as des scènes de vie de partout. En fait, c'est aussi des pays où y a une certaine spiritualité, où la religion, par exemple, ici, la religion dominante, c'est l'islam. Quand une société, elle vibre autour d'une spiritualité, d'une religion, il y a beaucoup l'aspect communautaire, tu vois. Et du coup, les gens se rassemblent, on est moins dans notre coin. Voilà algérienne. Voilà. Et bah marocain. Allez. Allez. Merci beaucoup, au revoir. Vas-y, yeah, thank you. Tout le monde, chouf. C'est le numéro 1, c'est le meilleur. C'est le meilleur de restaurant. Ça te tue? Ouais, ça tue franchement. On se rend pas compte comme ça sur Insta et tout, mais c'est grand et j'aime trop la scéno. Vraiment, notre idée, c'était de mettre l'accent sur le côté vecteur identitaire du football, sur le côté célébration panafricaine. Mais du coup, le football, il devient comme un langage qui montre notre unité dans toute notre diversité. On est vraiment allé chercher des photographes. On n'a pas pris des gens par leur nom, ni par leur visibilité ou quoi. On est allé fouiller. Et c'est super cool d'aller chercher, de trouver toutes ces réalités. Voir comment les peuples différents célèbrent la victoire et tout. La CAN est très liée à l'indépendance des pays. La première CAN, elle a existé parce qu'il y avait le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud qui étaient indépendants, qui sont allés s'asseoir à un congrès de la FIFA et qui ont dit « nous, on veut faire
notre confédération africaine du football, qui avait que 3 équipes qui jouaient. Et en fait, crescendo, au fur et à mesure que les nations se sont indépendantisées, ça a fait grossir la compétition et tout. Et du coup, c'est hyper symbolique comme moment en fait. Mais c'est cool parce qu'en plus, nous en France, tu vois, on n'a pas beaucoup de diaspora nigérienne, Afrique du Sud et tout. Et le fait de faire ce genre de projet, ça rassemble aussi d'autres communautés qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, en tant que Français, par exemple. Ouais. Bah, celle à droite, c'était à la CAN du 18e. Et lui, il était accroché comme ça au-dessus du drapeau du Maroc. L'Algérie avait gagné en 2019. Et je me suis rendue naturellement à Barbès, qui est du coup l'épicentre d'émigration à Paris maghrébine. J'avais l'impression d'être à Alger, en fait. Des chants en arabe, des drapeaux partout, des enfants, des fumigènes. Je suis partie toute seule, j'ai pris une trottinette, mon drapeau, mon appareil photo et j'ai vu cette dame qui agitait un drapeau de l'Algérie avec des fumigènes et ça représente bien la ferveur qu'il y avait ce jour-là. Dans ce genre d'événement, quand je m'y rends, c'est pas forcément de shooter le sport en tant que lui-même, mais c'est plus essayer de couvrir tout ce qui se passe autour, tout ce que ça peut engendrer, toutes les joies, les émotions. Je pense que toutes ces photos-là, dans 10, 15, 20 ans, on aura les mêmes émotions que quand on regarde, tu vois, des archives comme ça, qui datent d'il y a plusieurs années et tout, tu vois. Donc. Les girl pop. Tu vois, quand t'es petite, t'habites en cité, aller au musée, tu te sens pas à l'aise. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Du coup, ça fait plein de perspectives pour des gens. Ouais. Et je trouve qu'il faut des curateurs qui aillent chercher des artistes comme nous. Ouais. Mais nous qui avons grandi tous ensemble, on connaît les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Béninois, les Algériens, les Congolais, tous, on les connaît tous. Alors du coup, on a cet esprit où on sait qu'on est ensemble. Ouais, et tout le monde se mélange, les petits viennent, les papas, les mamans, ils viennent, ils regardent. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci à vous pour tout ça, c'est trop cool. Là, on est à Barbès, on est à l'ancien Tati, un lieu iconique pour la diaspora en France et à Paris. On est là pour voir le match Maroc-Cameroun. Ils projettent tous les matchs ici pendant toute la CAN. C'est lui, il est à l'aise. Ça va ? Bien, ça va. Tu peux te mettre face à moi ? C'est bon, merci. C'est un héritage aussi, tu vois. C'est laisser une mémoire, c'est laisser une trace et témoigner de l'époque dans laquelle je vis, tu vois. Donc, archiver mes moments de vie, mes souvenirs. Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est ce truc de ne pas vouloir oublier peut-être. Et ça me permet de vivre l'instant présent, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je continue à faire toujours ça parce que c'est ce qui me fait le plus vibrer dans la photo.